Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, un sujet extrêmement important par rapport à l'Afrique, par rapport à l'émancipation de l'Afrique, l'avènement de l'Afrique, aussi l'émergence de l'Afrique. On parle beaucoup du taux de croissance de l'Afrique, 5,6%. Aujourd'hui, l'Union africaine est face au conflit africain. 54 États, 20 forces d'interposition en Afrique. On se demande 45 rébellions en Afrique. On se demande où va l'Afrique. Alors, pour débattre de ces sujets importants, nous avons comme invité à ma droite M. Koudou Claude. M. Koudou Claude est écrivain, directeur de la collection Afrique et Liberté chez les éditions Harmattan, secrétaire général du Front populaire ivoirien chargé de la communication et du marketing politique. Qu'est-ce que cela veut dire, marketing politique? Alors, c'est déjà secrétaire national, non secrétaire général. National, pardonnez-moi, autant pour moi. Alors, le marketing politique, bon, vous avez très bien compris que le FPI a été diabolisé. Et justement, il y a à restaurer l'image vraie du Front populaire ivoirien, entre autres. À ma gauche, merci. À ma gauche, nous avons le jeune élève avocat de la Barreau de Paris, bien entendu. Donc, vous allez parler, en fait, des aspects, si on veut, judiciaire, juridique, l'aspect judiciaire. Comment voyez-vous en fait le fonctionnement pour commencer, de l'Union africaine en fait, par rapport à d'autres entités qui existent? Est-ce qu'elle est vraiment indépendante? C'est ce que je veux dire ainsi. Ah, c'est un sujet bien vaste, mais on est un peu difficile à répondre dans la mesure où dans l'acte constitutif de l'Union africaine, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté sur la nature même de cette structure. Est-elle une structure fédératrice, presque fédérale, qui, un peu comme en tout cas se veut l'Union européenne, qui veut être supranationale, et donc les décisions qui émaneront de cette structure puissent s'appliquer erga omnes, c'est-à-dire qui puissent avoir un effet immédiat dans tous les États membres, ou était-ce une structure qui permet en quelque sorte la coopération des États africains? On ne sait pas véritablement. Il y a un idéal, l'idéal panafricain, qui est incarné par sa structure, qui souhaite que, en clair, l'Union africaine puisse parler d'une voix, représenter toutes les voix des États membres. Mais dans la réalité, il y a en réalité 1000 divergences qui viennent de plusieurs États, qui viennent des grands États, qui se battent aussi, parfois des grands et des petits États. Donc il y a plusieurs conflits au sein même de cette structure qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à dire clairement, contrairement à ce que était l'Organisation de l'Unité africaine, on a du mal à dire clairement qui est véritablement cette entité Union africaine. Alors, en écoutant l'élève avocat, maître Diaye, on peut dire ainsi, on peut dire que c'est le chaos total au niveau de l'Union africaine depuis sa création en 2002. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que quand on regarde la question que vous posez, l'Union africaine face au conflit, et là vous l'avez évoqué, il y a beaucoup de rébellions, mais cette question, ça pose la problématique même du développement. Parce que pour se développer, il faut une certaine stabilité, et il se trouve que les différents conflits génèrent justement de l'insécurité et beaucoup d'autres choses qui sont inhérentes à ça. Ce qu'il faut dire, c'est que pour le financement de l'Union africaine, c'est déjà plus de 70% du budget qui vient de l'extérieur. Financé par l'Union européenne, voilà. Oui, les États-Unis, la Banque mondiale, il y a la Chine et la Turquie. Il y a seulement 28% cotisés par les pays africains eux-mêmes. Alors ça pose un réel problème. Ça pose un réel problème. On pourra dire, je complète parce que c'était la question que j'allais vous poser, on pourra dire, depuis la mort de Kadhafi, et on se trouve dans les dénouements total, on n'a plus de subventions parce qu'il finançait complètement l'Union africaine. Alors, est-ce que ça ne pose pas le problème même de la dépendance de l'Afrique? Parce qu'à partir du moment où Kadhafi parlait beaucoup de l'indépendance de l'Afrique, hein, les États-Unis de l'Afrique dont il parlait, bien sûr que ceux qui ont toujours voulu nous tenir en laisse ont trouvé Kadhafi gênant, et effectivement, depuis qu'il est parti,
le problème du financement reste entier. On a la bonne volonté de Mme Zuma, mais est-ce que seulement la bonne volonté suffit? Il faut justement que les pays africains eux-mêmes prennent en charge leur financement. Mais l'autre information que nous avons, c'est que leur participation au niveau financier n'est pas toujours donnée en temps réel. Et ça pose toute une série de questions. On va y venir tout à l'heure, mais pour pouvoir, parce que c'est le sujet, régler les différents conflits en Afrique, on a eu en Côte d'Ivoire l'ONUCI, on a la MISMA, on a ce qui est en République, tout ça, en Haïti, enfin, bref. Mais il y a beaucoup de missions comme ça des Nations Unies à travers le monde. Disons que les 99% se trouvent en Afrique parce que c'est là où les rébellions sont générées. Pourquoi les rébellions? Ça pose la réelle question de l'indépendance. C'est qu'il y a d'abord la question de la sécurité, j'en parlais tout à l'heure. Quels sont ceux qui forment nos soldats? Si tant est qu'ils sont formés, c'est toujours le même Occident, la même France. Et là, au niveau stratégique, il y a toute une série de questions qui se posent. Allez, une série de questions qui se posent. On a posé la question aux nations, l'Union africaine, si on veut. Dans le cas spécifique du Burundi. Le Burundi a eu la réélection au risque du président Pierre Nkurunziza, à l'issue, bien entendu, d'une campagne marquée par la répression terrible. Mais dans cette répression, l'Union africaine s'est trouvée complètement timide au niveau de condamnation. Comment voyez-vous, en fait, ces relations? On veut protéger ses copains, ses anciens copains, et voilà, rester, en fait, entre copains. D'une fois, ça renvoie encore à la guerre, enfin du moins à la guerre, au conflit qui existe entre un certain nombre d'États africains et la direction de l'Union africaine, ou encore les textes même, les textes fondateurs de l'Union africaine. Dans les textes fondateurs, dans l'acte constitutif de l'Union africaine, il est bien précisé que les États qui ne respecteront pas les exigences de leur propre constitution ne pourront pas participer aux travaux de l'Union africaine. Ça, c'est posé dans le texte. Au Burundi, vous venez de le dire, il y a une violation flagrante des dispositions conventionnelles, enfin du moins des dispositions constitutionnelles. Quel est le sort de ce pays? Pour le moment, on ne le sait pas encore. Il a fallu attendre Barack Obama, c'est un peu triste quand même. Hein. J'allais évoquer aussi d'ailleurs. Voilà, il a fallu attendre Barack Obama pour qu'il suscite ce point dans son discours face à Addis Abeba, en disant que c'est assez triste au fond que les présidents qui ont déjà été présidents dans leur pays puissent modifier en cours de route les règles du jeu pour pouvoir se maintenir de manière anticonstitutionnelle. Ce problème, enfin la réaction d'un certain nombre d'États, dont notamment le Rwanda, etc. La réaction d'un certain nombre d'États face à ce problème du Burundi renvoie de manière assez générale à la question de quel type d'Union africaine nous le souhaitons, enfin du moins quel type d'Union africaine l'Afrique souhaite. Est-ce que c'est une union qui sera fédérale, et dans ce cas-là il faut y répondre, ou une Europe fédérale, on sait de toute façon qui est-ce qui le souhaitait, c'était Kadhafi, mais pas que Kadhafi. Il y avait aussi les personnes qui souhaitaient Kadhafi, il y avait avant l'Égypte par exemple, qui était pour en tout cas cette option-là, ou alors l'Afrique des États-nations, qui était à l'époque soutenue par, vous savez, Félix Houphouët-Boigny, ou encore Sédar Senghor, qui ne le souhaitait pas. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, qui ne souhaite de toute façon pas aller beaucoup plus loin. Ce qui est assez, je dirais presque drôle, mais pathétique dans cette histoire, c'est qu'on n'a même pas pensé à consulter les peuples africains. Pourquoi ne pas, par exemple, organiser des référendums au sein des États africains? Ou alors, si on estime que ce serait trop complexe de mettre en place cette procédure, pourquoi ne pas consulter les congrès de chaque État? Puisque, précisément, l'Union africaine se veut le garant de la démocratie. Et la démocratie, c'est précisément le respect de la volonté des peuples. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous avez posé à travers le cas du Burundi, c'est la claire répartition des compétences entre un certain nombre d'institutions de l'Union africaine et les États membres. Il existe notamment ce qu'on appelle la Commission. La Commission qui a remplacé le secrétariat général de l'Organisation de l'Union africaine. La Commission a non seulement une compétence de pouvoir exécutif en quelque sorte, mais il a aussi la compétence de proposer, de propulser, d'être à l'initiative d'un certain nombre de mesures que l'Union africaine pourra adopter. Or, on sait très bien que cette commission
elle est totalement sourde, pour ne pas dire muette. Bonjour chères téléspectatrices, bonjour chers téléspectateurs. Comme chaque semaine, nous sommes prêts. Favoriser la croissance économique, rester un lieu de savoir ouvert. Et c'était... En soi, le travail... Vous savez bien, et... En partie des problèmes de recrutement, c'est en partie. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Où est le problème? Où est la frontière de la vérité? Quelle est la solution? Est-ce que le virus Ebola est le problème actuel du continent africain? Quels sont les problèmes de la femme en Afrique? Comment a-t-il été créé le groupe extrémiste de Boko Haram? Quel est le nouveau colonialisme en Afrique? Est-ce que le racisme est terminé après l'apartheid? Quels sont les problèmes de la femme en Afrique? Quelle est la solution? Pour qui gère cette question? Bon, avec son BHL, aujourd'hui, on en voit toutes les conséquences. Mais je referme cette parenthèse. Concernant le Burundi spécifiquement, il y a là la question de la démocratie qui se pose. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il se trouve, comme le disait tout à l'heure Maître Adi, que le peuple n'est pas toujours consulté, ou quand il est consulté, on ne tient pas compte de son avis, on fait un peu autre chose. Eh bien, le problème qui est posé au Burundi nous renvoie justement à la question des mandats présidentiels. Il se trouve qu'il y a eu des accords à Arusha. Arusha, voilà, ça n'est pas respecté d'ailleurs. Voilà, justement, et ce n'est pas respecté. Il y a le président ougandais qui est venu pour faire un peu, Museveni, voilà, pour faire un peu la médiation. Nkurunziza n'en a pas tenu compte. Aujourd'hui, ça a été torpillé un tout petit peu par Paul Kagame, on le sait. Oui, bon, le problème, c'est que là, c'est le président Nkurunziza qui doit être face à ses responsabilités, parce que ceux qui peuvent venir à son secours, ce sont ceux-là même qui ont envie de changer la Constitution aussi, et si on regarde, c'est aussi au Congo-Brazza, au Congo, enfin RDC, tout ça. Donc, il peut toujours avoir des secours de ce côté-là. Le problème qui est posé, c'est maintenant après la question de la dignité, parce qu'on a comme l'impression que les chefs d'État, quand ils sont au pouvoir, après ce pouvoir-là, on dirait qu'il n'y a plus une autre occupation. Hein. Mais tout ça, on en parlait tout à l'heure, ça renvoie à la question même de la sécurité, de la gouvernance, parce que généralement leur gouvernance est basée sur un socle dictatorial. Et compte tenu de tout ce qu'ils posent comme acte, justement défavorable à la population, ils ont peur du revers du bâton et ils pensent de façon continue prolonger leur pouvoir. Prolonger le pouvoir. Alors, on va y revenir. Au 20e sommet qui s'ouvrait, bien sûr, au mois de janvier dernier, on a voté une résolution. Cette résolution, je parle sous le regard d'un avocat, pour la protection et la sécurisation des civils. Alors, cette résolution a été votée pour la RDC, également pour le Mali. Faire de la sorte que la CEDEAO aussi puisse mettre des fonds afin que les militaires soient déployés. On se retrouve aujourd'hui, la mort d'Alan, rien. Comment on peut comprendre que cette entité existe encore, comme le président français, général de Gaulle, disait, le machin des Nations Unies. Alors, c'est vraiment un machin de l'Union africaine. L'Union africaine, pour répondre à la question, l'Union africaine a été créée, instituée au regard de l'Union européenne.
D'ailleurs, si vous voyez les différentes institutions qui composent l'Union africaine, c'est presque un copier-coller de ce qui existe dans l'Union africaine, enfin dans l'Union européenne. Mais ce qui a fait en sorte que l'Union européenne, aujourd'hui, une décision qui est prise par exemple par la Commission, puisse être appliquée automatiquement en France, ou en Belgique, ou en Autriche, ce qui a fait que cela puisse être possible, c'est une institution. C'est la Cour de justice, à l'époque ça s'appelle la Cour de justice des communautés européennes, qui aujourd'hui est devenue exactement de l'Union européenne. La Cour de justice avait eu ce courage-là, on peut d'ailleurs le critiquer pour des raisons démocratiques, a eu ce courage-là de dire que le droit issu de l'Union européenne primait le droit national. Or, là, il existe une cour de justice de l'Union africaine, ça s'appelle la Cour de justice des États africains, qui existe. Quelle décision de ce type a-t-elle déjà rendue? Absolument aucune. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si le droit, enfin c'est peut-être écrit dans l'acte de justice, mais on ne sait pas dans la réalité si le droit issu de l'Union africaine prédomine, surpasse les droits des États africains. Ça, c'est le vrai problème. Parce que si ce droit n'existe pas, si ce droit ne prédomine pas sur les droits africains, enfin sur les États africains, comment voulez-vous qu'une résolution, quand bien même belle sur le papier, puisse être appliquée par un État qui de toute façon se dit, si je ne le respecte pas, que me feront les autres États alentours, ou encore que me fera l'Union africaine? C'est ça le vrai problème. Et donc du coup, ça renvoie encore à des questions juridiques, mais sur des questions juridiques qui sont très importantes, puisqu'il y a des vies humaines qui sont impactées. Et donc encore une fois, il faut une clarification véritable de ce qu'est l'Union africaine, ou du moins de ce que souhaite être l'Union africaine. Alors, on regarder au regard de cette zone économique que l'Afrique aujourd'hui gère, ils s'organisent, ils ne s'attendent même pas entre eux, il y a la CEDEAO, il y a le CEMAC, il y a SADC, enfin, il y a plus cette zone économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour arriver à concentrer un financement important? Vous avez donné des chiffres concernant les allocations à l'Union africaine. C'est honteux par rapport à l'Afrique. À partir du moment que c'est un continent extrêmement riche, je parlais à l'éminaire, c'est un continent où il y a un taux de croissance de 5,7%, c'est quand même extrêmement grave. Oui, je partage ces propos-là avec vous, sauf que, pour parler un peu comme l'autre, la croissance, ça ne se mange pas toujours, parce que, bon, ce sont les multinationales qui mesurent ça, entre autres, bon, des chefs d'État qui font tourner la business de leurs copains, et puis, bon, le peuple n'en a rien. Je voudrais juste dire une chose par rapport à la protection des populations dont vous parliez tout à l'heure. Si mes chiffres sont bons, il semble qu'il y a autour de 6 millions de personnes qui ont été tuées en RDC pendant il y en a plus parce que depuis le dernier rapport mapping, maintenant ça a évolué. Le dernier rapport, c'est 2010, aujourd'hui, voilà, on est en 2015. Ça pose le problème des Nations Unies, ça pose un problème du rapport à l'homme, simplement. Parce qu'il suffit qu'un seul occidental soit brimé quelque part et puis le monde est en branle. Comment ça se fait que là, il y a plus de 6 millions de personnes qui sont exterminées? On nous a parlé de la Shoah, mais ça, c'est un véritable génocide. Pourquoi les Nations Unies se taisent devant ça? Ben, ça pose la question de ce qui se passe réellement là-bas. C'est-à-dire, vous avez parlé du sous-sol, un sous-sol qui est riche, donc il y a du business qui se fait. C'est-à-dire qu'au moment où il y a ces conflits-là, justement, il y a, comment on appelle ça, des multinationales qui vont piller le sous-sol, justement, pour pouvoir exploiter un peu l'Afrique, comme on le dit communément, mais c'est là une réalité. Donc, la question du développement et du sort des peuples africains, on a l'autosuffisance alimentaire qui n'est pas au rendez-vous. On dit le dernier sommet de l'Union africaine, c'est en l'an 2063, il faut attendre pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Aux environs de 2050 ou un peu plus par là, l'Afrique aura 2 milliards de personnes. Bon, donc au fur et à mesure, et puis au niveau de la croissance de la jeunesse, bon, il y a un véritable problème, un taux de chômage véritablement galopant. Ça pose là la question de la démocratie, comme on dit, parce que ce qu'on nous renvoie toujours, c'est le cliché de la guerre des religions, c'est-à-dire les gens du Sud qui se battent contre le Nord,
Je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire où il y a plus d'une soixantaine d'ethnies. Voilà. Et là, les gens ont toujours vécu en bonne intelligence. Les gens ont toujours vécu en bonne intelligence. Il y a eu un brassage ethnique depuis des décennies. Et d'un seul coup, on nous dit que les gens sont en conflit. Donc, il y a effectivement des montages qui sont faits. Et effectivement, ça, comme vous le disiez tout à l'heure, pourquoi les Africains n'arrivent pas à s'entendre? Parce qu'ici, on ne peut pas venir donner une arme à quelqu'un pour dire bon, il faut tuer celui-là pour prendre le pouvoir, nous on vous garantit, et pour qu'il l'accepte. Ça pose une question d'éducation et de culture. Vous allez rajouter, maître, par rapport à ce que je poserai comme question. Il y a le Courrier international qui est titré dans ses enquêtes sur les conflits en Afrique. Alors, c'est bien spécifié, aucun État africain n'est à l'abri d'une dislocation. Alors, on peut dire par rapport à cela, ça nous renvoie directement vers ces traités de Berlin de 1885. Ça nous renvoie en disant ces accords-là, les Occidentaux peut-être veulent le modifier parce que à travers ces accords, on voit ces mêmes pays qui instrumentalisent des conflits en Afrique. Il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a l'Italie, les États-Unis, la Belgique, la Hollande, la Suède, l'Allemagne. Et ces pays-là sont encore en Afrique. Alors, maître, dites-moi, on veut reconfigurer l'Afrique? En tout cas, si... Et vous répondrez à la même question, d'ailleurs. Non, dans les faits, c'est déjà en train d'être fait. Regardez avant ce qui se passe en RDC. Le fait que tout l'Est de la RDC soit en réalité, n'appartienne plus en réalité au Congo. On sait très bien que ça appartient aux quelques soldats des États qui y sont déjà et qui souhaitent absolument mettre la main, même si leur volonté de mainmise avait des racines bien plus lointaines, mais là en ce moment ça existe. Le traité de Berlin de 1885 a eu une réponse au sein de l'acte institution de l'Union africaine, mais a eu aussi une réponse au sein de l'organisation de l'Union africaine qui disait de l'unité africaine qui disait que les deux organisations doivent respecter les frontières telles que issues de la colonisation. Donc, disons que dans le marbre, dans les textes, on ne peut pas revenir sur le tracé des frontières issues de cette conférence-là. Mais dans les faits, on peut voir qu'il y a des velléités de modifier les tracés des frontières parce que il y a notamment des raisons de peuple. On estime que c'est la même ethnie, alors il faut avancer, reculer les frontières, ou c'est parce qu'on veut tout simplement s'accaparer des richesses des autres. Mais ce problème renvoie, et là je fais le lien avec ce que disait M. Koudou, renvoie en réalité au vrai problème qui mine l'Afrique. Il n'y a pas de sentiment, je dis qu'il n'y a pas de sentiment africain. Un Gabonais s'estime Gabonais, il s'estime probablement africain, certes, puisqu'il vit dans le continent africain, mais il estime qu'il n'y a aucun lien entre un Gabonais et un Sud-Africain. D'ailleurs, quel lien pourrait-il y avoir, puisque les Sud-Africains ont été en quelque sorte libérés à partir des années 92 ou 94, depuis que Mandela a pris le pouvoir, mais avant cela, c'était des esclaves. Les Gabonais qui vivent aujourd'hui ne voient pas pourquoi est-ce qu'ils devraient respecter une décision qui vient de l'Union, quand bien même viendrait-il de l'Union européenne, qui est prise par une personne de nationalité sénégalaise. Et d'ailleurs, en privé, il m'arrive parfois de discuter avec certains de mes amis gabonais qui me disent « je ne veux pas des Sénégalais, je ne veux pas des Camerounais dans mon pays, parce que mon pays est déjà petit, il faut que l'on fasse tout pour nourrir ma population. Qu'est-ce que voulez-vous que l'on puisse... s'embêter à prendre la misère venant du Cameroun et des autres pays. Ce problème, c'est un problème qui, en réalité, est important et qui renvoie à la question de existe-t-il une identité africaine? S'il n'existe rien que poser la question, c'est du coup aussi poser la question de l'Union africaine. Elle sert à quoi? Est-ce qu'elle sert à créer une identité africaine? Dans ce cas-là, bon courage. Ou elle sert à vivre sur l'illusion qu'il existe une identité africaine et donc imposer des règles qui viendraient du haut et qui seraient appliquées sur le bas. Chose pour laquelle je ne crois pas. D'ailleurs, le comportement d'un homme d'État démontre précisément qu'il n'existe pas de sentiment africain. Alors, pour aller vers la fin, alors, on pourra poser la question qui est simple. Alors, l'Union africaine n'est simplement un bureau d'enregistrement, on vous répondra à cela. Oui, mais juste par rapport à ce qui vient d'être dit,
les velléités d'une nouvelle balkanisation de l'Afrique, bon, ça peut exister parce que pendant la crise ivoirienne, et on y est encore, mais je veux dire, autour de 2002, Dominique de Villepin a même dit à un moment, oui, mais que les gens du Nord, qu'on fasse une frontière pour que les gens du Nord restent au Nord. Et puis bon, il en a aussi parlé pour la Syrie, bon, qui n'est pas l'Afrique, mais effectivement, là, ça a été fait. En Somalie. En Somalie, ça a été fait. Hein. Bon, mais effectivement, c'est la question panafricaine qui doit pouvoir régler cette question-là. Maître Yéhi disait tout à l'heure que la question du sentiment africain, il faut que ce soit véritablement cultivé. Parce qu'à chaque fois, on arrive à nous diviser et puis on tombe entre guillemets dans le piège. C'est à nous-mêmes de prendre nos responsabilités. Je pense que le développement des pays africains se trouve dans l'intégration africaine. C'est une question qu'il faut regarder et il faudrait éduquer... Pardonnez-moi, docteur Kodo. Oui. Pardonnez-moi. Je souhaiterais quand même faire une petite... une remarque là-dessus. Maître Ndiaye a spécifié que le Gabonais, dans la zone CEMAC, ne veut pas avoir le Camerounais chez lui. Ça veut dire que vous parlez d'intégration, l'intégration n'existe pas. Oui, mais justement, il y a des des institutions sous-régionales qui existent, CEDEAO, CEMAC, tout ça, vous en avez parlé. Oui. Mais à l'origine, c'était pour que, justement, il puisse y avoir des intégrations par partie. Hein? Et puis après, au niveau de l'Union africaine, essayer de mettre tout ça ensemble pour que l'intégration soit beaucoup plus simple. Il se trouve véritablement que c'est l'inverse qui se produit, et au fur et à mesure, les gens se recroquevillent un peu dans leur partie géographique. Mais tout ça est une question de volonté politique. Si les dirigeants africains se mettent véritablement ensemble pour vivre dans les faits les textes qui sont pris, à mon avis, on peut avancer. La difficulté, c'est comme l'a dit Maître Yéhi, c'est que les textes existent, mais au niveau de l'application, bon, on reste encore à la marge. C'est ça, on reste à la marge. Alors, vous pouvez compléter ces aspects assez fondamentaux par rapport à une nouvelle Afrique, l'Afrique qu'on veut aujourd'hui, enfin, l'Union africaine qu'on veut aujourd'hui. Ça, vous avez une nouvelle Afrique, justement. Quelle nouvelle Afrique? Moi, je prends simplement un exemple qu'on peut considérer à la marge, mais en réalité, c'est un exemple très intéressant. C'est l'exemple des langues. Les langues des travaux au sein de l'Union africaine, il en existe 4 ou 5. Il y a le français, l'anglais, l'espagnol vient d'être inclus dans l'une des langues officielles de l'Union africaine. Et un peu comme pour mettre etc., on dit « et les langues africaines ». Bon, enfin, vous vous rendez compte, demander au président Sassou Nguesso de parler le Bambara et en même temps, comment s'appelle, l'Algérie de parler... Non mais écoutez, c'est difficile. Mais moi, ce que je trouve assez triste, c'est que pourquoi est-ce que l'Union africaine n'a-t-elle pas, par exemple, lance des projets communs d'apprentissage des langues importantes de chaque pays, par exemple le Lingala en RDC, en Swahili par exemple, qui est parlé dans l'ouest de l'est de l'Afrique. Et qui est d'ailleurs une des langues officielles. Pourquoi ne pas le généraliser, la généraliser Bambara, par exemple, l'ouest de Pourquoi ne pas la généraliser? Pourquoi ne pas la généraliser? Et pourquoi continuer de parler les langues qui viendraient d'ailleurs? C'est très bien, il faut bien garder ces langues, mais pourquoi ces langues seraient par exemple une des langues officielles? Ça, c'est, à mon avis, encore une fois, un des problèmes qui renvoie à l'identité africaine. C'est quoi l'Afrique? Si les Africains, c'est juste un copier-coller de ce qui existe dans l'Occident, c'est-à-dire parler leur langue, très sincèrement, on pourrait se poser des questions on va vers la fin de notre émission, mais je terminerai avec les ouvrages. Vous avez écrit 8 ouvrages, hein. Ça parle sur le mode de coopération entre l'Afrique et la France. C'est cela. On a parlé aussi de l'espérance en Côte d'Ivoire. On a parlé quand le grand pays, l'Union... Quand les grands pays et l'ONU nous mentent. Voilà, très bien. Alors, donc, l'Union, enfin, l'ONU ment à l'Afrique aujourd'hui. On peut dire ainsi. Bah, écoutez, on n'a qu'à regarder dans les faits. Ce qui se passe dans nos pays est tout à fait cosmétique. On envoie l'UNESCO, la mission des Nations Unies en RDC, en République centrafricaine, en ONUCI. Bon, mais on a l'exemple même de la FUNUL au Liban. Ça fait longtemps, on était tout petit, mais l'ONU n'a jamais réglé aucun conflit. Hein, ça amène des gens pour absorber des budgets, des gens qu'il faut payer. Et bon, j'ai terminé. En 10 secondes, oui. Ce que je dirais simplement par rapport à ce que disait Maître Yéhi,
Je reviens encore sur la volonté politique parce que les gens ont tellement eu envie de nous diviser, de telle sorte que le chauvinisme a été tellement exacerbé que chacun, naturellement, est fier de garder sa langue et c'est véritablement sur ça qu'il faudrait travailler. Alors, on terminera avec votre mot de la fin. Alors, comment on peut voir la vraie Afrique? C'est une Afrique qui détermine, qui dit clairement d'abord qui elle est. Est-elle une Afrique fédérale ou une Afrique des nations? Deuxièmement, c'est une Afrique qui... Enfin, du moins, c'est une union qui détermine les grands projets qui portent sur la santé. Le ravage d'Ebola montre que l'Union africaine était largement en retard. C'est assez triste puisque le budget qu'elle a mis sur table, c'était 25 millions. Et le prêt qui venait de l'Union africaine, enfin l'Union européenne, était de 120 millions. Ça montre tout simplement le décalage croissant qui existe entre les vrais problèmes de l'Union, enfin, de l'Afrique et les réponses timides, tatillonnantes de l'Union africaine. La conscience africaine, on le voit à travers les migrants qui veulent traverser pour aller de l'autre côté, pour aller chercher un peu de bonheur, un peu de soleil. Or, le soleil se trouve en Afrique. Alors, ce qu'on peut demander aux Africains aujourd'hui, de se mettre debout, en rang serré, d'aller vers une vraie Union africaine. Et je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.